Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 3 mai 2023 et notez que le Conseil constitutionnel rejette la nouvelle demande de référendum d'initiative partagée pour la réforme des retraites. Le RIP, donc comme il s'appelle, peut être engagé si 20% des parlementaires déposent une proposition de loi référendaire, loi qui un mois plus tard doit être examinée et validée donc par le Conseil constitutionnel avant d'être présentée au ministre de l'Intérieur pour mettre en œuvre le recueil des soutiens. Par la suite, les électeurs ont 9 mois pour déposer leur fameux soutien à la proposition de loi qui doit obtenir l'aval de 10% des personnes inscrites sur les listes électorales, soit à peu près 5 millions de Français. Mais on n'en est pas là puisque les sages estiment que le projet de loi porté par les 250 députés en question ne remplit pas les conditions, à savoir des critères sociaux. Et le 15 mai prochain, les professionnels de santé suspendus devraient réintégrer leur poste. Une réaffectation sèche, sans compensation financière, selon les modalités fixées dans la note de service de la Direction générale de la santé. Près de 20 mois de salaire perdu pour des agents qui n'entendent pas se laisser faire. Regardez. La mobilisation là a continué. Vous allez tout comprendre que longtemps nous avons gommé pour ça. Donc nous pas en jour près quand même, mais nous avons déjà rappelé tantôt que péquene réintégration si on pas réhabiliter mon dans fonction à yo. Donc c'est pour ça que tous ces jours là ça nous tente ça dit là mais ça pas étonné nous parce que nous déjà attendre nous à ce que yo font habitat à minima. Donc c'est pourquoi nous avons rappelé yo à l'ordre et nous avons dit encore nous avons actuellement nous avons travaillé sur un projet d'accord de méthode justement pour nous voir en quelles conditions mon ka réintégrer poste à yo. Donc dans ça faut savoir qu'il y a une réhabilitation financière c'est vrai salaire à mon yo pas touché indemnisation à tout ça yo subi, il y a une réhabilitation sociale aussi parce que c'est mon appel dans l'eau mois trimestre par rapport à la retraite, c'est mon appel dans l'eau mutuelle à eux aussi qui n'est pas cotisé. Donc tout ça nous y a réhabilité nous par rapport à ça. Donc c'est pour ça nous avons dit que réintégration peut être faite uniquement parce qu'on a recouru à un poste à travail, mais il y a plein de conditions pour mettre devant par rapport à ça. Nous attendons le contenu à décret là. Simplement, c'est une instruction de la Direction générale de soins qui est sortie. Décret là qui est certainement plus précis. Si les conditions de réintégration, on a rappelé également depuis le 12 avril pour le personnel du secteur privé, depuis le 3 mai pour le 3 avril pour le secteur public, nous réclamons engagement de négociation, c'est les conditions de réintégration. Donc l'État met les directeurs d'établissement dans Belbab. Dans Belbab, nous soutiennent également que de toute façon, il faut indemniser nous. Il faut indemniser nous pour savoir qui gens, qui l'est, mais il faut indemniser nous. Et entre braquage, harcèlement, expédition punitive et homicide, la tension sur l'archipel est palpable en ce moment. Un climat de violence qui inquiète la population. Nous sommes partis à votre rencontre recueillir votre sentiment. Et c'est assez clair. Regardez. Je ne suis pas en sécurité tout le temps. Et dans la rue, il faut faire attention aux marches. Toujours être sur ses gardes et... Dès qu'au loin on voit quelque chose, on change de trottoir. Et des fois c'est compliqué puisque les trottoirs, y a des trous où il n'y en a pas complètement, où les voitures sont dessus. Donc c'est compliqué, je me sens pas en sécurité, que ce soit dans la rue ou même sur la route. Je ne sors presque plus, comme ça évite tous les soucis. Et bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal parce qu'on n'est pas quand même... amené à rester tout le temps chez soi, il faut quand même sortir. Quand on travaille, quand même, il faut avoir des loisirs. Mais moi, pour l'instant, je préfère rester à la maison. Je n'ose pas sortir la nuit d'ailleurs, puisque il y a pas longtemps, cette semaine-là, quelqu'un s'est fait braquer à Besson. S'il n'avait pas laissé la voiture, il laissait sa vie. Et la voiture, on l'a retrouvée à Moule. On ne peut pas se sentir en sécurité avec tout ce qui se passe là. On dit que c'est les jeunes, mais ce n'est pas que les jeunes. Hein. Il y a même des grandes personnes qui font des bêtises. Vous savez, hein, la sécurité aujourd'hui, bon, c'est sûr, elle n'est plus ce qu'elle est. Hein. De toute façon, que ce soit chez soi, dont on a déjà fait la triste expérience d'être cambriolé. Donc, effectivement, il n'y a plus de sécurité. Oui, je me sens en sécurité. Vous savez, il y a de l'insécurité un peu partout. Hein. Ce n'est pas qu'ici que ça existe. Hein. Donc, pour moi...
on n'est pas pire que les autres, je dirais. Ça dépend où, ça dépend l'heure. Et je pense qu'il faut faire attention et il ne faut pas aller à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Partout où on peut aller, je pense que la sécurité est partout. Hein. Dans le monde, c'est partout pareil. Donc quand on soit en Guadeloupe pour autre, pour moi, c'est pareil. Un micro-trottoir signé Maxime Morel et Olivier Félix. Et la pagode de Petitance pourra-t-elle continuer à travailler ? A priori non, puisque la DAF refuse de lui renouveler son autorisation temporaire d'occupation pour des raisons de mise en concurrence. On fait le point avec Magali Lestélut, responsable de la route du bois. Il y a une mise en concurrence qui a été mise en place sur la plage de Petitance. Une mise en concurrence que je comprends et que j'accepte. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que cette mise en concurrence n'est toujours pas disponible à l'heure actuelle, ni sur le site de la DAF, ni sur le site de l'ONF, donc l'Office national des forêts, et qu'en fait, on m'a demandé d'arrêter de travailler au 30 avril. En fait, on a ce qu'on appelle des conventions d'occupation temporaire, qui m'a été renouvelée depuis 2007. Et là, en fait, on m'a refusé le renouvellement. J'avais demandé, on m'a refusé le renouvellement du fait qu'il y ait la mise en concurrence. C'est une chose que, comme j'ai accepté, il n'y a pas de souci. Après, j'aurais aimé qu'on me laisse travailler jusqu'à la fin, jusqu'à l'issue de la commission de l'appel d'offres. Qu'on me laisse travailler, que de toute façon je participe à l'appel d'offres, ça c'est sûr, mais je comprends pas pourquoi il ne me laisse pas travailler jusqu'à la fin. C'est l'avis de mon conjoint en fait. Mon conjoint il est décédé il y a 6 ans. Il avait un cancer, c'est lui qui a construit la paillote et depuis 2007 je travaillais avec lui. Donc moi j'ai repris sa convention. En 2018 quand il est décédé, j'ai repris sa convention et je travaille avec mon beau-fils. Et du coup, ce sera 2 personnes qui vont perdre leur emploi. On a aujourd'hui la chance d'être encore cette année. Ça fait 3 ans de suite qu'on est dans le guide du routard. On a eu la chance d'être Lonely Planet. On est dans tous les guides touristiques de Guadeloupe, ceux qui sont gratuits parce qu'on n'a jamais fait de publicité. Donc là où on est arrivé par vraiment nos propres moyens. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de me défendre aujourd'hui, de dire voilà que mon travail c'est quelque chose d'important pour nous, pour la commune de Pointe-Noire, parce que effectivement je pense que on agit un petit peu aussi pour la commune de Pointe-Noire. Du coup, je suis représentée par Céline Orengo, c'est une avocate de Pointe-Noire. Donc du coup, je suis allée la voir parce que je comprenais pas. Elle m'a expliqué. Après, le papier, elle l'a envoyé. Elle a fait un mail d'urgence à l'ONF et elle m'a expliqué que logiquement, je devrais pouvoir continuer à travailler. Nous verrons bien. En tout cas, le reportage était signé Charlie Dagonia. Et on part maintenant pour la présentation de l'Atlas de la biodiversité de la ville de Morne-à-l'Eau. Qu'ils soient en format papier ou numérique, ils visent à mettre en valeur le territoire, mais aussi permettre un meilleur aménagement de la commune tout en protégeant la nature, tout un programme. Regardez. L'Atlas de la biodiversité pour la ville de Morne-à-l'Eau, c'est très important. D'abord, ça permet de faire un inventaire de l'existant. On sait que la ville de Morne-à-l'Eau est très engagée en matière de biodiversité. Et ça va nous permettre de faire un inventaire qui aura pour incidence d'avoir des bioindicateurs sur un état particulier qui est celui du risque d'inondation sur la ville de Morne-à-l'Eau. Et donc on a des indicateurs faunistiques en termes d'arbres, de plantes et surtout des espèces d'oiseaux et de chauves-souris qui peuvent nous dire si encore on a un biotope de biodiversité situé sur le territoire de Morne-à-l'Eau. La conséquence, c'est que ça va permettre à la municipalité et à d'autres acteurs de pouvoir mieux aménager leur territoire, de mieux protéger ce territoire, parce qu'on sait que face au changement climatique, ce sont les solutions par la nature qui doivent être mises en avant. Alors dedans, on va trouver toutes les richesses qui font que le cadre de vie et la qualité de vie à Morne-à-l'Eau est agréable et que les habitants veulent y rester et qu'il y a de plus en plus d'habitants qui veulent venir y vivre. Et on va trouver aussi les voies et moyens pour préserver ce cadre de vie dans des contextes qui sont assez changeants. On pense notamment au changement climatique.
Et donc, c'est de se donner les moyens de s'adapter à ces changements-là et de faire en sorte que le territoire de la commune soit toujours aussi agréable à vivre. Aujourd'hui, on peut parler un petit peu de ce qui se fait là maintenant, mais je vais vous parler déjà en amont, ce qui s'est fait déjà en amont, parce que la ville de Morne-à-l'Eau a été reconnue, elle a été labellisée par sa biodiversité, petite ville de la biodiversité. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que nous continuions sur cette lancée afin de permettre la population puisse reconnaître véritablement que Morne-à-l'Eau, c'est une ville qui fait bon vivre au niveau de sa biodiversité. Alors l'Atlas communal de la biodiversité à Morne-à-l'Eau, l'ACB, il sera sous deux formes. Donc il y aura une forme de rapport assez technique avec des cartes, des photos, plutôt à destination des services municipaux, à destination des institutions. Il y aura une restitution sous forme de bande dessinée pour expliquer aux communs des mortels la méthode qu'on a employée, qu'est-ce qu'on cherchait à travers cet atlas et qu'est-ce qu'on a trouvé en fabriquant cet atlas, et qui puisse servir en même temps à la commune pour faire valoir son territoire et donner à voir son territoire à l'extérieur à des visiteurs en principe. Et puis il y aura une version numérique avec un accès à un site, un atlas numérique de la biodiversité hébergé par le parc national et qui sera nourri en continu par des recensements, des inventaires qu'on pourra faire, soit nous en tant que parc, soit la commune, soit dans le cadre de sciences participatives animées par la commune. Et maintenant, je reçois Alain Mangot, trésorier de l'Association des métiers du bois de la Guadeloupe. Il est en compagnie de Yolande Eliezer, qui est membre de cette même association. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous organisiez dernièrement justement la fête du bois pour mettre en valeur notre artisanat mais aussi notre ressource. On en parlera tout à l'heure, vous nous ferez un petit point justement sur l'opération. Mais nous avons également sur le plateau donc Stella et Dany Guillaume. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et donc vous êtes les heureux gagnants du fameux bungalow qui représente quand même je crois 37 000 €. Hein. Voilà. Oh, une valeur de concept. Quand même une belle prise. Hein. Oui. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors, Monsieur Mangot et Madame Eliezer, comment s'est passé, selon vous, justement, on veut quand même quelques petits chiffres, est-ce que ça a été bien fréquenté? Comment s'est passée cette édition de la Fête du Bois? Je dirais que la Fête du Bois a été une vraie manifestation, un succès, et que la Guadeloupe était au rendez-vous, et que je tiens à les féliciter d'avoir fait le déplacement pour pouvoir venir voir les artisans qui construisent des belles choses, des très belles choses. On a pu faire un petit tour justement, on a fait un reportage, on a réalisé un reportage, effectivement il y avait du monde. Est-ce que tous les artisans sont contents au niveau des ventes? Est-ce que ça s'est bien passé? Effectivement, ils sont très très contents, ils ont été très contents jusqu'à maintenant, ils ont déjà même fait leur affiliation pour l'année prochaine. Ah d'accord. Ah oui, ils étaient très 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 contents et que l'année prochaine, je pense que ça sera de notre niveau et il y aura une très belle surprise. On va augmenter le nombre de places? Oui, et une très belle surprise. Est-ce qu'il faut... Ah bon, là, on a une maison là carrément. Après le bungalow, vous allez nous donner une maison alors? Oui, à part du bungalow, il y aura quelque chose d'autre. Oh, très bien. Madame Eliezer. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est surtout que nos artisans sont repartis avec leur carnet de commandes bien rempli. Et vraiment, je remercie aussi toutes les personnes de Grande-Terre, de Basse-Terre qui se sont déplacées. Et Donc tout le monde était sur la Côte-Soulevant? Oui, tout le monde était sur la Côte-Soulevant, effectivement. Et j'en profite pour lancer un appel aux Guadeloupéens, tous ceux qui sont intéressés par les métiers du bois, venez nous voir. Nos artisans ont besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre parce qu'il y a la matière qui est disponible. Exactement, oui. On a fait un petit tour justement dans la forêt départementale d'Aumanial, au niveau de Petit-Bourg, avec le maire justement de Petit-Bourg. Il y avait des petits repérages justement sur le bois, donc on avance bien à ce niveau-là. Très très bien, et puis j'ai entendu dire au niveau de l'ONF qu'il y a 300 mètres cubes de bois qui va être coupé par année pour les artisans. 300 mètres cubes? C'est ce que j'ai entendu, oui, par déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Et que ce que je tiens à dire aux artisans de venir rejoindre l'association des métiers du bois, les artisans qui n'ont pas encore fait le pas pour pouvoir transmettre leur savoir-faire, parce que c'est important. Parce que là, on est là pour développer la filière par rapport aux artisans. C'est pour ça qu'on a dit de venir nous rejoindre pour qu'on puisse travailler ensemble et faire progresser cette filière. Vous êtes à combien d'adhérents pour l'instant? Pour l'instant, je dirais que nous sommes une vingtaine. Une vingtaine? Oui. Donc il y a encore parce qu'il faut savoir que l'association, il n'y a pas longtemps, on a démarré par rapport au Covid, quoi. D'accord. Mais déjà là, il y a des artisans qui paient leur cotisation pour pouvoir adhérer. Mais je pense que là, ça commence à venir à bien se faire, quoi. En fait, il faut que les artisans se mobilisent parce que c'est nous qui devons défendre nos métiers. Donc,
ensemble, comme on dit, on est plus fort et on va plus loin. Mais c'est vrai que les artisans ont un petit défaut de communication. Oui, vous êtes c'est très vrai. dans vos ateliers, pas beaucoup. Oui, effectivement. Mais là, on va changer la chose. On va communiquer beaucoup plus. On va mettre en place des choses comme un site internet avec où justement les Guadeloupéens pourront sélectionner les artisans par catégorie, par métier. Enfin, non, on va travailler là-dessus. Petite commande sur mesure. Oui, tout à fait, c'est aussi possible. Non, on a beaucoup de choses beaucoup de points qu'on doit travailler et on est en train de mettre en place ces choses. Voilà. Donc renforcement de l'association. Voilà, on lance un appel donc à tous les artisans du bois. Oui, renforcement de l'association. On invite les associations du bois de nous contacter. Et si je peux même les coordonner, bien sûr, si possible, c'est 06 90 95 95 37 06 90 71 38 89. On leur demande de nous appeler et d'adhérer à l'association pour pouvoir faire émerveiller le bois. Du bois qui est mis à profit pour de belles constructions. Donc, la famille Guillaume, vous avez gagné quand même un très beau lot. Comment ça s'est passé pour vous? Déjà, pourquoi vous étiez là-bas? Comment? Déjà, pourquoi vous étiez là-bas à la fête du bois? C'est notre commune, il faut mettre en valeur ce qu'on fait de bien déjà dans notre commune et apporter ce qu'on peut apporter. Hein. Lequel de vous deux est plus meuble en bois? Ou bois tout court? Non, les deux. Les deux? Oui. On n'a pas entendu le bas, oui. Moi, j'ai dit à les Guadeloupéens, c'est pas quelque chose où il doit rater la fête du bois à Pointe-Noire. Parce que c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose la fête du bois parce que moi, je suis étonné parce que je vois maintenant, là, à l'heure actuelle, là, les bois, tu peux faire beaucoup de choses avec les bois. Clairement. Alors, il ne faut pas rater ça. Il parle encore des choses de cause. Oui, là, il va éviter de Begalo quand même. Hein? Voilà. Oui, tout à fait. et aujourd'hui, on est là pour pouvoir aller remettre les clés de leur bungalow. Ah. Et je tiens à le faire en direct. Ah bien, merci pour l'honneur. Donc vous allez recevoir ces fameuses clés, un gros lot quand même, qui a été mis à gagner par les artisans du bois. Du bon bois, quel bois? C'est mahogany, c'est quoi? Non, c'est du bois construction maison, c'est du bois importé, c'est du bois peint. Classe 4. Classe 4 quand même. Classe 4? Oui. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, voici les clés. Franchement, ça nous fait très plaisir. Ouais. Et donc, la famille Guillaume va recevoir les clés de son bungalow flambant neuf, offert justement par l'association des métiers du bois, dont le trésorier, M. Mango. On dit à M. Mango, allez, association du bois, merci déjà. C'est un beau cadeau. Vous avez la place pour le mettre déjà? Oui, tout à fait. C'est déjà le périmètre. Je tiens à dire à monsieur et madame Guillaume, félicitations parce que là, je suis bien content que ce sont des jeunes qui ont gagné ce lot et que je prendrai un malin plaisir au niveau de l'association pour pouvoir venir le monter pour eux. Ah, c'est vrai que le montage aussi est compris. Franchement, merci beaucoup à l'association et félicitations à vous pour ce très beau cadeau. Je pense que ça va motiver plus d'un effectivement sur la prochaine édition. Mais avant la partie cadeau, il y a effectivement tout le savoir-faire de nos artisans qui est mis en valeur et sincèrement, ils font un travail extraordinaire. Voilà, parce que le but de l'association aussi, c'est de transmettre le savoir-faire. Hein. C'est de faire venir les apprenants pour pouvoir transmettre le savoir, parce qu'il y a pas mal d'artisans qui ferment leur chantier et mettent la clé en jeu parce qu'il n'y a pas de relève. Parce que le but de l'association, c'est de créer cette envie de travailler le bois pour pouvoir reprendre la situation des autres artisans. Alors pour motiver, moi, je vais vous le faire répéter, hein. Est-ce qu'un artisan du bois gagne bien sa vie? Au jour d'aujourd'hui, c'est une filière d'avenir. C'est une filière, comme je dis, que vous pouvez bien gagner votre vie. C'est une filière d'avenir. Là, comme je dis, c'est une branche technique que je dis aux jeunes, s'ils peuvent le prendre, de le prendre parce qu'il y a l'avenir là-dedans. Il y a de l'avenir dans la filière. C'est un travail manuel, donc ils pourront travailler, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, mais partout ailleurs, dans tous les cas. Et aussi, il faut le dire, et on le répète, on le matraque, la ressource est disponible. Elle est mise à disposition justement des artisans du bois.
Et c'est vous qui nous annonciez que 1 mètre cube, ça peut monter quand même jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah oui, surtout le mahogany. Surtout le mahogany. Donc quand c'est 50 000 euros le mètre cube. À ce qui paraît. À ce qui paraît, non, nous qu'est-ce qu'on y a, pas de problème. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau ce soir pour l'organisation et aussi de la fête du bois qui reviendra l'année prochaine. L'année prochaine. Et je précise, il y aura un bungalow à gagner, mais il y a une surprise. Donc chaque année, on aura un bungalow. Il y aura une surprise en plus. Parce que je dis aux artisans de se préparer, de préparer leur catalogue, parce qu'il faut qu'ils viennent avec de nouvelles choses pour pouvoir présenter à la population qui a une demande et qui a une attente. Et la fête du bois restera toujours à Pointe-Noire? La fête du bois, c'est Pointe-Noire. Bien oui. Donc, ça va pas. On voit quelqu'un de très chauvin là. Ah oui, moi je suis très Pointe-Marienne. À savoir que Pointe-Noire est la capitale du bois. Oui, oui, c'est. On est obligé de se mettre à niveau pour pouvoir représenter Pointe-Noire. Il faut dire. La fête du bois va toujours rester à Pointe-Noire, mais la maison aussi. C'est important. Vous voulez conserver le patrimoine oui, et nous on apprécie parce qu'effectivement on a trop tendance à laisser tout partir alors qu'on doit être un peu plus chauvin et garder ce qui est bon chez nous. En tout cas, merci encore et on attend la prochaine édition. On attend aussi de recevoir des artisans du bois, je vous avais proposé. Donc vous me direz quand est-ce qu'on pourra faire leur interview. Madame Élisère, vous êtes assez jeune quand même, hein? Oui, oui. Donc vous faites partie de la relève en question. Exactement, justement. Vous étiez dans la filière déjà ou... Disons que oui, je suis dans la filière, je fais plus de l'artisanat avec la calebasse. Et actuellement... Comme les boucles d'oreilles, non? Non, là c'est quelqu'un d'autre, les boucles d'oreilles, voilà. Mais actuellement, je suis en train de préparer justement une exposition où j'exposerai 2 meubles que je fabrique, moi, avec... 2 meubles? Oui. 2, malheureusement. 2 meubles spéciaux, 2 meubles particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont, ces meubles? Dites-nous tout. Alors, en fait, il y a un petit cabinet, il y a une chaise berceuse, et je l'ai fait avec l'Univers du Bois, l'atelier de Rosan Ballona, qui travaille avec moi là-dessus. Et je les exposerai le dimanche 14 mai, c'est le vernissage à la galerie Émergence Art. Donc le 14 mai à la galerie Émergence Art, au jardin de Val-Ambroise. On pourra voir effectivement donc les meubles que vous produisez. Exactement. Donc il y a un design particulier, il y a une touche, il y a un truc. Oui, il y a une touche, il y a une petite touche très pointe-noirienne. Touche pointe-noirienne. Ouais, touche pointe-noirienne, voilà. Bois rouge. Il y a du bois rouge, voilà. Oui, il y a du bois rouge. Mahogany à cajou. Mahogany à cajou. Voilà. Guadeloupe. Guadeloupe, 100% Guadeloupe, of course. À savoir qu'il n'y a pas que les hommes qui travaillent le bois. Justement, je suis agréablement surpris justement de voir. C'est vrai qu'en artisanat, il y a beaucoup de femmes. Mais sur l'ameublement, par contre, c'est la première fois que... Eh bien, en fait, mon grand-père était ébéniste, mes oncles sont ébénistes. Et, ils ont réussi à vous transmettre la passion du bois. Eh bien, quand mon grand-père travaillait, j'étais toute petite, j'étais toujours dans son atelier en train de l'observer, regarder travailler. Mon plaisir, c'était quand il travaillait à la gouge et qu'il faisait les motifs. Mais malheureusement, vous savez, les adultes, on vous disait, ben non, c'est dangereux, je ne peux pas y toucher. Voilà, c'est normal. Donc tu as un peu ta revanche maintenant, oui, peut-être une revanche. Mais j'aurais aimé faire l'école boule, mais voilà, après, j'ai un peu laissé tomber. Mais comme on dit, quand on aime quelque chose, ça, on le garde en soi. Et voilà, maintenant, ça revient. Et voilà, je me suis dit, tiens, ben, je me lance. Je tente, j'essaye. On est content de voir en tout cas que la transmission se fait. Peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, elle se fait. Oui. Exactement. Merci encore à vous. Félicitations aux gagnants du bungalow. Je ne vais pas vous demander de nous inviter à le découvrir. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. C'est gentil. Bon, en tout cas, on va vous laisser bien en profiter. Petit focus maintenant sur Alexandre Cassin, champion de tennis de table qui tente de décrocher un ticket d'entrée pour les Jeux Olympiques de 2024. Pour ce faire, il s'entraîne sans relâche à la NASA à Sainte-Anne. Le reste en images. J'ai choisi la NASA parce que en Guadeloupe, on a un tas de jeunes pépites à présenter. Tout d'abord aussi, mon sport, c'est vrai que le tennis de table est un sport peu médiatisé. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en place avec cette manifestation, présenter tous les jeunes sportifs et toutes les pépites, dont mon sport, pour nous permettre d'avancer. Dans l'état d'esprit que je suis aussi avant les JO, étant donné que j'ai participé à Tokyo 2020, il reste 1 an avant les Paris 2024. La qualification va être longue. Il reste 1 an de qualification. Donc maintenant, j'espère performer durant toute cette année. On a 2 objectifs, hein. C'est effectivement tenter de se qualifier pour aller aux JO à Paris. Donc on a 10 mois pour ça, d'accord, parce que les places sont chères. Donc on est dans le groupe qualifiable, maintenant il faut se qualifier.
Et puis, c'est un projet qui est allé sur 2 ans, puisqu'on est aussi dans la préparation post-olympique, c'est-à-dire son objectif principal qui est donc de performer au niveau international, atteindre le top 15 mondial. J'appréhende pas du tout, j'ai confiance en moi. C'est vrai que j'ai maintenant acquis pas mal d'expérience avec les années. Donc j'espère tout casser et leur rentrer dedans et tout manger. On en parlait justement tout au long de la manifestation par rapport au déficit d'encadrement, aux difficultés que peuvent rencontrer les ultramarins quand il faut se diriger vers le sport de haut niveau et qu'il faut partir. C'est pas évident. Donc effectivement, c'est pas évident, mais voilà, on va donner les moyens. Justement, c'est pour ça qu'on a fait cette manifestation de manière à récolter un petit peu toute l'énergie positive de la Guadeloupe, récolter les fonds qu'il faut parce que c'est le nerf de la guerre, de manière à partir à Bordeaux et faire du bon travail, voilà, pendant 2 ans. La qualification pour les JO commence le 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Donc il y aura des compétitions internationales, à peu près une quinzaine de compétitions, et les meilleurs résultats iront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est très difficile parce qu'on a ce tronc commun de difficultés, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le climat, c'est refaire son trou à chaque fois parce qu'on n'est pas chez soi et qu'il faut refaire son trou. Ça veut dire reprouver. C'est un combat permanent. Mais ce que je dis, c'est que cette difficulté, cette adversité permanente qui est créée autour de nous, nous permet justement, et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, nous permet lors des compétitions phares comme les JO, les championnats du monde, d'être différents des autres. Ça veut dire qu'on doit en permanence se battre. Et donc justement, je pense que se battre comme ça en permanence, toujours faire face à l'épreuve, c'est ce qui fait que justement, en demi, en finale, on gagne l'épreuve. Parce que le combat, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, le combat, l'adversité, c'est quelque chose, je pense, dans lequel on est habitué. Et pour le sportif de haut niveau, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui finalement lui procure des atouts, un avantage lors des compétitions majeures. Et afin d'aider les élèves à cibler le job qu'ils souhaitent exercer, les parents du collège Saint-John-Perse et l'équipe de direction organisaient le 3e forum des métiers. Les jeunes ont pu prendre conseil auprès de professionnels du bois, de l'agriculture, de l'environnement et de l'éducation. Le reste en images. C'est la 3e année où les parents d'élèves proposent aux élèves, proposent à l'équipe de direction ce forum des métiers où les élèves découvrent dans l'établissement par petits groupes. Nous avons plus d'une trentaine d'intervenants. Un temps fort pour les accompagner dans l'orientation, leur parcours vers le lycée et se projeter déjà vers leurs études supérieures. Nous avons 6 classes de 6. De 4e et 6 classes de 3e en petits groupes, ce qui permet de mettre en place un débat, d'aller en profondeur. Et c'est une initiative que nous saluons. C'est essentiel de restituer ce qu'on a accumulé avec les années. Et ça permet aussi de faire savoir à tous nos concitoyens, nos élèves, à travers les élèves, qu'il y a des possibilités, il faut regarder vers l'avant. Et il y a des métiers qui sont méconnus et qui nourrissent bien leurs hommes. Mais surtout, comment intervenir afin de sécuriser et de préserver ce qu'on a comme richesse. Aujourd'hui, on a découvert un métier dans l'agro-agriculture, un métier dans l'environnement et dans l'éducation. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé le métier dans l'éducation parce que ça m'a permis de découvrir plus de choses par rapport à ce métier car c'est un métier que j'envisagerais peut-être de faire. Donc j'ai pas mal apprécié. Ça m'a permis de voir quel métier je pourrais faire plus tard parce que je voulais faire le métier de professeur des écoles et ça m'a apporté plus d'informations venant d'un professionnel qui fait ce métier. On a pu découvrir divers métiers, ce qui nous permet de pouvoir nous informer sur ces différents métiers et par la suite pouvoir nous orienter dans ces métiers. Ils n'ont pas forcément tous accès à cette information en fonction de leur milieu respectif. Et c'est pour ça justement qu'on a mis un point d'honneur à pouvoir réunir tous ces professionnels dans l'enceinte du collège en leur dédiant une matinée entière afin de pouvoir leur ouvrir un panel large de possibles pour eux plus tard. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Petite information intéressante pour ceux qui veulent, n'est-il pas. Au moment où je vous parle, il y a une conférence qui est en train de se dérouler à l'Arawak, donc au Gosier. Bon, ça vient tout juste de commencer. Vous pourrez vous y rendre si vous n'êtes pas loin. Une conférence sur la thématique
assez intéressante. L'abolition de l'esclavage, la plus grande fumisterie de l'histoire de France. Vous avez bien entendu. Abolition de l'esclavage, la plus grande fumisterie de l'histoire de France. Et donc, il y a cette conférence où on va démonter, où les experts vont démonter un petit peu une réalité historique établie par l'Occident. Ça risque d'être sympathique. Donc, ça, c'est en ce moment à l'hôtel Arawak au Gosier. Une bonne soirée à vous à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Et bisous.